IMOTEP, Maître Nefer ou peut-être Beka Nefer. Soyez les bienvenus sur le plateau du Ratef Naket Semataroui. Le Ratef Naket Semataroui est le département du père Ank MT Outi qui se charge des études politiques. Nous allons commencer dans cette portée pour définir c'est quoi la politique. Avant tout, la politique est la science de la gestion du territoire. Cela signifie que la politique a caractère primairement paysanne. Donc, la politique est une science païenne. Qui dit païenne ne signifie pas un manque de croyances, mais plutôt connaissance et non-croyance du territoire. La politique s'occupe de la gestion du territoire. Mais quand nous parlons de la gestion du territoire, qu'est-ce que nous attendons par gestion? Et qu'est-ce que nous attendons par territoire? Eh bien, par gestion, nous attendions programmation, étude, prévision, préparation. Et par territoire, nous entendons la terre des ancêtres. Qui dit terre des ancêtres, dit culte aux ancêtres. Donc la politique et la programmation, les contrôles et l'administration du culte des ancêtres. C'est quoi le culte des ancêtres? Tout ce qui est planté, tout ce qui naît de la terre. Sur la terre des ancêtres, nous avons les humains et les ressources. Et la politique gère les humains et les ressources. Pourquoi? Eh bien, pour la meilleure expression des qualités divines manifestées dans les êtres, pour la programmation d'un futur glorieux au service du Créateur. Ce qui dit, et par conséquent, que la politique est une science religieuse, une science à caractère spirituel. Et qui gère la politique est celui qui a étudié et se dédie à la vie de ces territoires et qui est en contact avec les ancêtres. Et par conséquent, seuls les initiés peuvent faire la politique. La politique ne peut pas être un instrument entre les mains des bandits, des courants marins entre l'Occident et l'Orient, vêtus de peau noire. Et de ceci que s'occupe la politique. Mais cela ne constitue qu'une introduction, ce n'est pas le sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler des racisme et préjudice. Eh bien, pourquoi les Ratef Naket doit parler du racisme et du préjudice? Parce que le racisme et le préjudice sont les deux instruments qui nous maintiennent dans une pauvreté. Les racismes et les préjudices sont des éléments qui dénaturent, qui détruisent l'identité. Et quand on n'a pas l'identité, dit un de nos ancêtres, disait Malcolm X, les Africains cherchent à se débarrasser de leur identité parce qu'ils ne connaissent pas leurs identités. Nous allons donc, comme nous avons commencé par définir la politique, nous allons commencer par définir c'est quoi les racismes. Eh bien,
Le racisme est un système organisé, est un système généralement à caractère économique organisé sur l'exploitation d'un groupe d'hommes et de femmes et d'enfants sous prétexte discriminatif sur base religieuse, couleur de peau, ainsi de suite, pour ses propres intérêts. Pour comprendre les racismes, il ne faut pas tout de suite sauter au préjudice racial. Le préjudice racial est une conséquence du culte au racisme. Parce que le racisme est un culte. Le racisme est un culte dont les institutions occidentales sont les temples. Et le préjudice racial est une conséquence de ce culte. Rappelez-vous, nous avons 3 éléments. Le racisme comme culte religieux, léguant les aïeux aux vivants, sous les drapeaux de la discrimination, exprimé à travers les institutions occidentaux, qui donnent comme fruit les préjudices. Le racisme, c'est une organisation et une personne n'est pas assez pour pratiquer le racisme. Pour parler du racisme, on a besoin d'une organisation immense. Le racisme est une politique économique ou plutôt une science économique. Et se base sur les profits à 100%. Cela signifie, pour avoir les profits à 100%, les personnes qui sont employées à travailler doivent devoir travailler à coût zéro. Et c'est ça le racisme. Le racisme, c'est économique, où la dignité humaine est exterminée au prix des intérêts commerciaux. Dans le racisme, il n'y a pas de haine. Il n'y a que l'ego, l'amour pour soi. Et le déni complet et définitif de toute humanité aux personnes que l'on soumet à ces régimes économiques. Racisme égale capitalisme. Quand ils ne sont pas mis en mesure, quand ils ne sont pas mis en action des lois de protection des salaires minimaux, des payes pour maladie et vacances, dans un état de droit où les citoyens sont protégés par un organe qui prend ses racines à partir du syndicat du travail. C'est des lois à travers les Sénats et les parlements qui forcent la main au pouvoir gouvernemental. Dans ces états-là, alors nous avons le capitalisme. Dans des états où les salaires minimaux ne sont pas reconnus ou définis, le pouvoir syndical n'est que nominatif ou nominal et n'a aucun pouvoir effectif ou pratiquement inexistant. Et où les parlements et les sénats ne sont là en aucune manière pour représenter les classes ouvrières, sinon que pour chercher d'obtenir des salaires de luxe pour eux-mêmes. Et bien dans cette situation-là, l'économie en place
et ce que nous appelons l'économie esclavagiste, dont les racismes. Et de par conséquent, dans la plupart des pays africains où nous dénotons la présence du capitalisme, il est faux et absolument faux, archi faux qu'il s'agit de capitalisme plutôt d'esclavagisme. La différence ou la frontière entre le capitalisme et l'esclavagisme est l'état des droits. Et cet état des droits se définit sur une politique de protection pour les ouvriers en définissant les salaires moyennes minimales. 2. Une représentation syndicale forte, même sur le plan du Sénat ou du Parlement. 3. L'existence d'un Sénat et d'un Parlement corporatif. Qu'est-ce que je veux dire par Sénat et Parlement corporatif? Représentatif des ouvriers et non représentatif régional, dont à la fin, le seul but pour lequel on se retrouve dans les Sénats, c'est pour se garantir des gros salaires. Quand nous avons cet état-là, nous n'avons pas affaire avec le capitalisme. Attention, attention, nous n'avons pas affaire avec le capitalisme, sinon que nous avons affaire avec le système d'esclavagisme. Et l'esclavagisme, parce que elle se base sur l'exclusion d'un peuple de ses ressources. C'est-à-dire, nous avons en présence d'un autre peuple qui vient sur un territoire et vous prive de vos ressources par la force. Vous prive de votre liberté de vous déplacer par la force. Vous contraint à des injustices sociales en programmant une loi juridique qui ne fonctionne pas pour garantir et protéger seuls les intérêts de ces dits capitalistes. Quand on est enfoncé dans une injustice sociale qui fait que la plus grande partie de la population ne vit que dans le bidonville et dans des conditions sanitaires déplorables. En ces moments-là, nous parlons des racismes. Attention, les racismes, ce n'est pas les petits voyous de la rue de la 4e arrondissement ou de 5th Avenue of New York qui vous traitent de nègres. Ça, ce n'est pas les racismes. Ça, c'est les préjudices. Et les préjudices, il y en a de deux sortes. Nous allons tout de suite les voir. Mais restons sur les racismes. Ce terme est généralement mal employé, où l'on crie au racisme aux quatre coins des rues, au point où, et bien des fois, même des Noirs sont traités de racisme par rapport à. Et certaines fois, on rentre dans l'exercice où on veut parler de la discrimination noire et y mettre des temps les homosexuels et je ne sais pas quoi, quel autre genre de catégorie. Non, il faut mettre les points sur les i. Disait il y a quelque temps notre père, pour moi je parlerai de père, Malcolm X, qui disait, en répondant à la question est-ce qu'un noir peut-il être accusé de racisme? Eh bien, comme le racisme est perçu comme un sentiment d'être, parce que plus que le racisme, on parle du préjudice racial. C'est-à-dire, c'est comme si la question normalement serait, du point de vue de la juste utilisation des mots, est-ce qu'un noir peut être accusé de préjudice racial envers des blancs? La réponse de Malcolm X fut, poser cette question, c'est comme poser la question à une femme qui a été violée, si il a de la haine contre son violeur. Ceci dit, rentrons dans la thématique en relation avec les racismes. Les racismes, pour qu'il y ait des racismes,
Parce que nous avons affaire avec les racismes directs et les racismes indirects. Mais pour que les racismes puissent exister, il faut que tout un peuple soit engagé de manière directe ou non ou indirecte, de manière agressive ou tendre, à forcer tout un peuple à renoncer ou à renoncer à ses propres ressources, à priver un peuple de ses ressources, à contraindre ces peuples au maltraitement sans pouvoir renoncer parce qu'il existe un système juridique qui protège les oppresseurs et à les contraindre à une vie de travail pénible et lourd qui les enfonce qui se témoigne par une injustice sociale, une pauvreté alarmante. Ça est la photographie du racisme. Et comme je disais, en Afrique, nous n'avons pas de capitalisme. Le capitalisme, c'est du racisme. Quand les droits de protection de l'homme, quand un être humain n'est pas conçu comme un homme et par conséquent n'est pas garanti, nous ne lui sommes pas garantis les droits de l'homme, nous sommes devant du point de vue de l'exploitation économique à un esclave. Et l'esclavage se relie au racisme, non de par la haine, mais de par trois principes. L'esclavage est relié au racisme de par un, la privation d'un peuple de leurs ressources naturelles. Deux, l'instauration d'une justice qui protège les soi-disant capitalistes. Trois, l'exclusion de ce peuple de la possibilité de monter sur l'échelle sociale et relégué au ghetto. Voici ces trois conditions. Ghetto ou bidonville. Voici ces trois conditions qui créent les ponts entre l'esclavagisme et le racisme. On ne peut pas parler... Le racisme n'est pas une activité commando solitaire. Pour qu'il puisse exister le racisme dit le professeur Umar Johnson, je cite ces mots, tous les peuples occidentaux doivent y contribuer. Et cela pose les paniques. On se regarde, on dit, mais qu'est-ce que cela veut dire? Oui. On peut être un racisme actif ou inactif. Du moment où le nom dénonce pas l'exclusion d'un peuple de leurs ressources, du moment où on ne dénonce pas l'injustice subie par tout un peuple sur le point de vue juridique, le moment où l'on ne dénonce pas l'exclusion de l'échelle sociale tout un peuple, on est en train de contribuer de manière passive à cet état des choses. On profite de cet état des choses. L'exclusion sociale de Noirs, de la possibilité de monter sur l'échelle sociale, est appelée dans le temps contemporain les privilèges blancs. C'est quoi les privilèges blancs? Les privilèges blancs est le troisième pilier du racisme, dont les financements proviennent d'où? De l'esclavagisme. Souvenez-vous très bien. Les privilèges blancs est le troisième pilier du racisme, dont les financements, le troisième pilier du racisme est l'exclusion de Noirs de toute possibilité d'évolution sur l'échelle sociale. Dans un mécanisme qu'on appelle les bouchons. C'est quoi un bouchon? Dans une bouteille, il y a un petit bouchon. Le bouchon maintient tout le liquide à l'intérieur et avec un bouchon à l'intérieur. C'est quoi les bouchons? Les bouchons sont représentés par la bourgeoisie noire. La bourgeoisie noire est une fausse bourgeoisie parce qu'ils vivent des privilèges qui les sont concédés du fait qu'ils servent de bouchons de pauvreté à toute la bouteille représentée par l'Afrique. C'est ça la bourgeoisie noire. C'est un fait de bouchon. S'ils ne devaient plus être en mesure de servir des bouchons, eh bien, leurs privilèges les seront tout de suite enlevés et seront remplacés par les autres. C'est comme ça en Afrique, nous avons les gens qui sont riches et puis qui tombent, puis des autres nouveaux riches arrivent. Il n'y a pas une accumulation des riches. Les riches d'hier ne sont pas ajoutés, ne sont pas rejoints par des nouveaux riches. Non, les riches d'hier tombent parce qu'à un moment donné, ils faillissent à leur mission et sont remplacés par des nouveaux des nouveaux riches qui vont servir des bouchons. Et là, c'est ce qu'on définit les privilèges blancs. C'est une très bonne exposé quand tu racontes le privilège blanc, quand tu racontes ce point de vue, quand tu racontes l'histoire de ce point de vue très très important. Et moi, ça m'a fait penser à une chose, c'est que
Aujourd'hui, quand on parle de racisme, quand on parle de comment on a souffert, on nous tasque des racistes. La personne qui va dire que j'ai souffert un racisme est tasquée de racisme. Parce que le point du racisme est très particulier. C'est plus ou moins une personne qui déteste quelqu'un d'autre vis-à-vis de sa race. Donc c'est un peu comme si on a une contreposition de race en race. Et la personne qui reçoit le racisme reçoit une personne qui se dit en tant que représentant de sa race, ou plusieurs personnes, et qui sont racistes vers cette personne, du point de vue racial. Et donc, quand cette personne va faire la généralisation, ou va parler en tant que j'ai eu des personnes de telle race qui ont été racistes vers moi, automatiquement, on oublie le fait raciste. Parce que le racisme, c'est un crime sans, j'ai envie de dire, sans perpétrateur. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que le criminel, au fait, dans le racisme, c'est toujours la personne qui va dire il y a du racisme. Oui, regardez les marches d'aujourd'hui. Ça, c'est le deuxième pilier du racisme qui dit l'injustice sur la place sociale. C'est-à-dire, dans le racisme, on crée une jurisprudence. Cette jurisprudence est faite seulement pour protéger les racistes. Absolument. Et donc, quand on accuse les racistes, on est attaqué par le système, qui, lui, est une jurisprudence à la défense des racistes. Et donc, le point sera tout de suite pointé. Absolument. Et c'est ça qui est très, très important de ça. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un système racial, c'est pas tout le monde qui a besoin d'être raciste. Chacun a sa place. Il y a le raciste qui est vraiment raciste et ouvertement qui insulte. Il y a les racistes qui fait des lois raciales parce qu'il ne veut pas se rendre compte de la situation des autres. Il est content de son privilège. Et puis il y a ceux qui bénéficient du privilège. Et c'est comment? Ça veut dire que toute personne qui peut se promener calmement et voit la police et dit désolé, pardon, et la police part. Toute personne qui, dès que la police le voit, on le tire dessus. Il y a le privilège dedans. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le privilège? Le privilège, je dirais contrairement aux racistes, parce que les racistes, il y a le racisme, on voit la contraposition de race dedans. Mais quand on vient dans le privilège n'est pas automatiquement, j'ai envie de dire, le privilège peut ou ne pas être racial. Dans le sens que, pour maintenir, comme tu as expliqué, pour maintenir le système raciste, il faut avoir des personnes en Europe qui sont blanches, qui ont des privilèges par ce système racial, des privilèges qui font que eux, en échange, ils peuvent aider les personnes qui sont discriminées ou qui connaissent le racisme. Donc toutes les personnes qui peuvent signer, cotiser, dire que ça c'est pas bien, on est contre ça, on a le temps, on a un système qui nous paye pour qu'on puisse avoir des billets pour aller à la marche contre le racisme, le privilège. Mais en même temps, il y a aussi la personne qui n'a pas tous ces privilèges, qui n'a pas accès à ces privilèges complètement. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que les privilèges peuvent être donnés à des personnes qui sont, je dirais, entre la composition entre les leucodermes et les mélanodermes. Ça peut être donné aux leucodermes comme aux mélanodermes aussi. Et pourquoi? Parce que justement, comme tu as expliqué avec l'effet des bouchons, quand le baba il a expliqué avec le bouchon, il est là pour maintenir chacun à sa place. En fait, c'est un peu comme ça. C'est pour maintenir qu'une minorité au-dessus d'une autre, il faut avoir un niveau qui va être un bouchon pour être sûr que chacun reste à sa place. Et c'est comme ça que, au niveau des privilèges, très peu de privilèges sont maintenus pour des noirs et il y a des privilèges qui sont maintenus pour des blancs. C'est comme ça que les peuples qui vont venir, par exemple en Europe, les personnes qui vont venir en Europe la première fois, ils vont être mis au cours de racisme, ou même des fois même pas. Et donc quand ils vont parler à des personnes qui ont eu des privilèges, on va lui dire de quoi tu parles. Et ils ne seront pas en mesure de comprendre ton point de vue. Et de la même manière aussi inverse, ça veut dire que quand une personne prend un privilège, il ne comprend pas la personne qui n'a pas de privilège. Et donc c'est ça, c'est un système qui fait que, et c'est très important de comprendre que vouloir avoir un privilège raciste, c'est comme quelqu'un qui veut bénéficier d'un bien volé. Tu ne peux pas bénéficier un bien mal acquis, tu ne peux pas bénéficier de ça, tu es accessoire au vol. Malcolm X parlait de Oncle Tom. Vous savez c'est quoi les Oncle Tom? Oncle Tom, c'est un adjectif pour dire ceux qui défendent les privilèges blancs. Ceux qui pensent que voilà, l'intégration de la société blanche était la mesure pour être mieux traité. C'est-à-dire,
pour être mieux traité, il fallait se transformer en homme en blanc. Mais ce que Malcolm X avait vu, que par exemple, des grands leaders comme Martin Luther King Jr. n'avaient pas vu, et que cette place, le principe, c'est celui d'une bouteille. Et les bouteilles, il est composé à la base d'une grande base, il y a une large base, qui tend à devenir petit. Les bouchons, il est petit. C'est-à-dire, à ces privilèges-là, il n'y a que très peu qui peuvent l'avoir. La société blanche n'intègre pas les noirs. Il utilise un tout petit pourcentage des individus à qui il va donner des privilèges de bas niveau pour se justifier. Il ne fait même pas cela pour se justifier, pour que ces personnes-là deviennent leurs défenseurs contre la masse qu'ils oppressent eux-mêmes vers le bas, sous la menace du retrait du privilège qui leur a été accordé. Et Malcolm X rappelait, dans toute l'histoire noire, il n'y a pas eu une période où les Noirs ont été aussi tabassés sans répondre que durant les marches de Martin Luther King. Eh oui. Il n'y a pas une seule époque où les Noirs se sont, ce qu'on dit, donner l'autre, tendre l'autre joue. Où les Noirs ont été tabassés, violentés de manière. Les enfants étaient attaqués par des chiens. Les pompiers se ramenaient avec les jets d'eau et les enfants qui étaient à genoux, avec les mains en l'air, étaient en train de prier l'intervention de Jésus-Christ pour les sauver. Eh bien, c'est l'eau qui les jets d'eau. Ces jets d'eau, quand ils étaient arrivés sur les murs, cassaient même les murs. Et ces jeux-là étaient jetés sur des enfants de moins de 10 ans. Ça a l'air, et les enfants, il y a des fois où l'eau prenait l'enfant, les transportait et les cognait contre les murs au point où les crânes étaient cassés en deux. Et les sangs continuaient à couler avec l'eau. Pour comprendre les racismes, il faut avoir étudié un peu ce qui s'est passé vraiment aux États-Unis. Il faut bien comprendre cela. Les racismes, pour que les racismes puissent fonctionner, il doit utiliser les mécanismes bouchons. Le mécanisme bouchon est très important. Et le mécanisme du bouchon s'est converti par créer une classe africaine que des bourgeois à qui l'on accorde des privilèges. Et ces privilèges fonctionnent dans la mesure où ils maintiennent la pauvreté. C'est-à-dire qu'il doit garantir les 3 piliers du racisme. 1. Une injustice économique. Les ressources minières, les ressources humaines et les ressources du sous-sol, tout comme les sols, doivent être transportés vers l'Occident. Premier point du racisme. Le racisme est une opération économique. Le racisme, c'est le capitalisme à l'outrance, où ceux qui travaillent ne sont pas payés. Et tous les produits de leur travail sont transférés en Occident et livrés aux capitalistes ou aux esclavagistes. 2. L'injustice juridique, une série de lois, toute une série de lois qui défend seulement les esclavagistes. En Afrique, cela se manifeste avec la constitution des lois qui ne profitent d'aucune manière au peuple, la présence d'une armée militaire répressive et d'une police répressive sur le peuple, parce que la police africaine, la police et l'armée congolaise africaine, je dis congolaise par exception, disons, pour insister, ne fait que tabasser le peuple. Et c'est là. Aux États-Unis, l'armée ou la police s'attaque à qui?
Aux États-Unis, l'armée et la police tirent qui? Les Noirs. En Afrique, que font l'armée et la police africaine? Eh bien, s'attaquent aux Noirs. Aux Noirs. Et ça, nous avons le deuxième point, qui est celui juridique. Le troisième point, les gouvernements maintiennent la pauvreté en Afrique. En faisant semblant de travailler pour le peuple, mais plutôt ils ne sont là que pour garantir les conditions qui leur permettent de conserver leurs privilèges et se définir bourgeoisie noire. C'est-à-dire qu'ils doivent maintenir le peuple dans la pauvreté. Et nous avons les troisième conditions. Avec ces trois conditions, nous avons les racismes pratiqués par extension par nos propres gouvernements et les résultats et l'esclavagisme. En Afrique, nous avons une armée répressive. Dès que vous sortez à la rue, on descend, vous tabassez jusqu'à vous tuer. Eh bien, en Amérique, on a soit l'armée officielle, soit la police, ou on a les Ku Klux Klan. Les Ku Klux Klan. Nous avons les Ku Klux Klan, mais nous avons ici ce qu'on appelait des Black Robes. Les Ku Klux Klan mettaient des habits blancs et brûlaient des croix, qui signifiait symboliquement, pourquoi on brûlait des croix? Parce que symboliquement, la croix que vous avez l'habitude de mettre sur les coups avec la figure mort de Jésus-Christ, ça ne symbolise pas l'amour. Cette croix-là, lisez les papiers d'Isis, est une représentation, est un symbolisme blanc qui a une importance importante, qui dit que pour que la société occidentale puisse continuer à fonctionner, eh bien, les Noirs doivent mourir. Et quand on brûle les croix, on brûle un Noir. Les Noirs doivent être crucifiés, éliminés physiquement, pour pouvoir perpétuer la suprématie blanche. Ces trois conditions, en Afrique, il ne faut même pas se poser la question, elles sont garanties. Et donc, en Afrique, nous n'avons pas un capitalisme. Définir ce que nous voyons en Afrique, c'est manifester en Afrique comme capitalisme, serait de l'innocence stupide. De la stupidité innocence, je voulais dire. Mais plutôt, nous devons voir à travers le fonctionnement de ces mécanismes-là, l'actuation sous nos propres yeux de l'esclavagisme sans que nous soyons en mesure de pouvoir les voir. Parce qu'il a pris les moments, il a pris la couleur de notre propre peau. Jadis, nous parlons d'esclavagisme parce qu'elle n'avait pas la couleur de notre peau. Maintenant, l'esclavagisme a pris la couleur de notre peau et nous tentons à la reconnaître. De l'esclavagisme, nous allons passer, du racisme, nous allons passer au préjudice. Racisme et préjudice. C'est quoi un préjudice? Je dis si le racisme est un culte, un système économique qui se garantit sa survie à travers des mécanismes juridiques et sociaux. C'est-à-dire quoi juridique, mesures juridiques, une injustice sur le plan juridique, la mise sur le point des lois qui protègent les brigands, et sur le plan social, créer un écart social. C'est un culte dont un culte dont les mains se sont célébrées dans les institutions occidentaux. L'OMS, l'ONU, l'OIA, la Banque mondiale, la BCA. Toutes ces institutions sont des temples dans lesquels sont célébrés le culte du racisme.
et les rejetons, ou les offspring, comme on dit, les rejetons de ce culte créent ce qu'on appelle les préjudices. Nous allons essayer dans cette première partie, aller en long et en large, essayer de comprendre c'est quoi les préjudices raciaux. Parce que cela, des fois, porte à confusion. Et pour pouvoir définir les préjudices, je vais commencer par un exemple historique. Aux États-Unis, durant l'époque du leader Martin Luther King Jr., il y avait des activistes blancs qu'on appelait les abolitionnistes. Les abolitionnistes étaient un mouvement politique, l'écoderme blanc, qui militait déjà depuis l'époque. De Frederick Douglass pour la fin de l'esclavagisme. Nous n'allons pas méconnaître le support. Nous n'allons pas méconnaître l'apport, tout comme la contribution apportée par les abolitionnistes, non à la fin de l'esclavagisme, parce qu'elle n'a jamais fini, mais à l'allévement des douleurs dont souffraient les peuples noirs aux États-Unis. Les abolitionnistes, à l'époque de Dr. Luther King Jr., vont accepter avec les leaders noirs de l'époque de procéder à des démonstrations ou des marches de non-violence ensemble. Et c'est durant ces marches que les Noirs ont été tapés, tabassés, brutalisés, violentés, enlevés, tués, lynchés de la manière la plus ignoble devant les caméras. L'esclavagisme à l'époque de Frederick Douglass et avant lui n'avait pas été rapporté sur les médias. Au point où une fois la crédibilité de Frederick Douglass en tant qu'esclave avait été mise en doute. Ni tété les cicatrices de fouet qu'il avait sur son dos, et quand sa crédibilité avait été mise en doute de par son éloquence et sa raffinité, il a dit c'est lever la chemise et faire voir les cicatrices sur son dos pour être cru. Mais à l'époque de Martin Luther King Jr. et de Malcolm X, la chose était différente parce qu'il y avait les télévisions. Et durant les marches, des protestations non violentes guidées par le docteur Martin Luther King Jr., tout avait été repris aux télévisions. Les tueries, les enlèvements, les viols, les tabassements. Et je vais vous dire quelque chose, jamais personne n'avait été mis en prison. Bien que ces crimes avaient été reportés devant les yeux de tout le monde de la télévision, personne n'était arrêté. Personne n'était arrêté. Les perpétuels de ces crimes n'étaient pas arrêtés, sinon que les Noirs qui marchaient, quand à la fois pris par la peur et la panique, fouillés à la débandade, eh bien ils étaient arrêtés et mis en prison. Pour changer la narrative de cette histoire, Dr. Martin Luther King Jr. va demander aux Blancs d'intervenir dans le sens de participer et aussi aux marches de non-violence. Je vais ici vous rappeler que dans l'État de Alabama, à l'époque de Dr. Luther King, les enfants de l'école primaire chantaient comme chanson d'école. J'aimerais un jour devenir un trooper, c'est-à-dire un policier d'Alabama.
Oui, je voudrais, c'est ce que je désire au fond de moi, c'est devenir un policier d'Alabama. Parce qu'en devenant un policier d'Alabama, je pourrais tuer légalement un noir. Ça, c'était une chanson que chantaient les enfants de l'école primaire. Pour donner une indication sur la culture de l'époque, et encore présente. Vu que les modalités avec lesquelles les gens étaient tués aujourd'hui sont présentes. Quand nous regardons notre frère George Floyd, comment il a été tué, aménoté avec un coup sur avec les genoux du policier sur son cou, eh bien, je vais ici vous rappeler que durant les marches de Luther Martin King dans l'état de Alabama, eh bien, les mêmes scènes se sont répétées. Des femmes enceintes ont été tuées par des policiers qui, au fait, tenaient leurs genoux sur leur cou et sont morts d'ici. Et sont morts de suffoquement. Rien n'a changé. Vous avez seulement été trompeux. Eh bien, parlons du préjudice. Une délégation blanche fait des jeunes blancs et des jeunes noirs qui appartenaient dès naissance au mouvement abolitionniste qui était contre l'esclavagisme et les racismes, se sont retrouvés dans l'état de Alabama pour la protestation. Et quand ces blancs, ces jeunes filles et garçons blancs se sont retrouvés à devoir partager les mêmes chambres avec des noirs, il y a quelque chose qui a fait clic en eux. Ils ont découvert qu'ils n'arrivaient pas à les faire. Certes, ils n'étaient pas racistes. Mais dormir à côté des Noirs était difficile pour eux. Ils ne soupçonnaient pas cela de toute leur vie parce qu'ils se retenaient des non-racistes et des abolitionnistes. Dites en langue simple ceux qui aiment les Noirs. Mais ils ont réalisé que leur amour pour les Noirs est un amour lointain, un amour à distance. Parlerons love by racial distancing, amour par distance raciale. Ils aimaient les Noirs aussi longtemps qu'ils les voyaient dans leur ghetto pourrir de faim. Alors ils venaient pour les défendre. Quand leur amour pour les Noirs dépendait du fait que ces Noirs étaient distants, loin d'eux, il fallait maintenir une distance raciale. Du moment où ils se sont retrouvés dans des situations de non-distance raciale, eh bien, ils ont découvert que quelque chose n'allait pas en eux. Ils avaient les préjudices raciaux. Ils ne pouvaient pas accepter. C'était plus fort qu'eux. Quand ils ont été mis à rester dans la même chambre avec les Noirs, quand les filles blanches se sont retrouvées dans la même chambre avec des filles noires, quand des garçons blancs se sont retrouvés dans la même chambre avec des garçons blancs, eh bien, ils n'ont pas pu fermer l'œil de toute la nuit. Ils avaient les dégoûts. Ils se sentaient suffoqués. Ils étaient inconfortables à devoir se retrouver dans les mêmes places avec les Noirs. Ils n'avaient jamais soupçonné cela. Ni Tété qui n'était jamais venu à cette marche, il ne l'aurait jamais cru capable de tels sentiments. Les préjudices raciaux étaient mal à l'aise. Est un état d'inconfortabilité qui est une conscience de ce qu'est le racisme implanté dans ces personnes parce qu'ils ont grandi et passé toute leur vie avec des personnes racistes. Le préjudice n'est pas basé sur la couleur de la peau de manière objective. Les préjudices se base sur le fait quand on a passé toute sa vie avec des gens qui discriminent une autre classe, avec des gens qui portent des stigmas de la discrimination raciale, avec des gens qui portent des stigmas de la discrimination religieuse. Eh bien, avec des gens qui portent les stigmas de la discrimination sociale, eh bien, quand l'on grandira, on se sentira inconfortable à la présence de ces personnes. On se sentira mal à la présence de ces personnes. Telle est la nature
du préjudice. Eh bien, nous avons parlé du préjudice et du racisme. Et ça, c'était la première partie. Dans la deuxième partie de cet exposé, de cette analyse introspective, analytique, investigative, je vais vous raconter une histoire propre. Des personnes très proches à moi qui, pour longue exposition au noir, se sont réveillés et ont découvert avoir des préjudices raciaux. Nous allons parler de cela à la deuxième partie des racismes et préjudices. Vive l'Afrique. Vive le peuple noir. Et vive Kama. Dua Neche. Dua Amonra. Dua Neb Er Cher.